Salut et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode à propos des femmes au Rojava. Dans le premier, je t'ai fait un point géopolitique sur cette région. Dans le deuxième, je t'ai présenté comment cette région s'organisait, et aujourd'hui je vais te parler de femmes qui ont donné ou donnent encore leur vie pour la libération du peuple kurde et l'instauration d'une société réellement égalitaire. Les femmes dont je vais te parler sont majoritairement kurdes, mais pas seulement. Certaines sont connues pour leur vie entière, d'autres pour la façon dont elles sont mortes. Parfois je vais passer plusieurs minutes à te parler d'une personne, mais la majorité sont des femmes quasiment inconnues, avec peu d'informations sur leur enfance ou sur leur caractère. Je vais partir du principe que t'as écouté les 2 premiers épisodes, et par conséquent, je ferai pas vraiment de longues mises en contexte. Je précise aussi que je vais utiliser presque exclusivement le nom de guerre des femmes que je vais te présenter. C'est pour ça que parfois leur nom est un nom de ville. Je précise aussi que cet épisode ne va pas être drôle. Je vais parler d'assassinat, de viol, de suicide, de mutilation, de peine de prison, de guerre. Si tu es mal à l'aise avec ce genre de sujet, ne te force vraiment pas à écouter. Sinon, bonne écoute. Je ne suis pas un homme. Je n'ai pas d'idée politique. Je n'ai pas d'avis. Sakin Kansi. Je vais commencer par te parler de Sakin Kansis. En fait, c'est d'elle dont je voulais parler en ayant l'idée de faire un épisode entier sur une femme kurde. Mais finalement, j'ai changé d'avis. Elle est née en 1958 dans le Kurdistan turc, à Dersim, dans une famille alévi. Très jeune, elle comprend que l'avenir qui lui est réservé en tant que femme ne lui convient pas. Elle ne veut pas se marier, elle ne veut pas avoir d'enfants. Elle travaille quelque temps en usine et se rend compte que les conditions de travail des ouvriers et des ouvrières sont clairement nulles. Et ça lui pose question. Elle s'intéresse déjà au marxisme-léniniste quand elle se rend à Ankara, la capitale turque, et participe à fonder le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Elle et d'autres militants et militantes vont parcourir les villes et surtout les villages de Bakour, la zone turque du Kurdistan, pour diffuser les idées de cette nouvelle organisation. Elle met l'accent sur le fait d'aller voir des femmes, d'organiser des rencontres seulement entre femmes, et de faire le lien entre les oppressions qu'elles subissent en tant que femmes et les oppressions subies en tant que kurdes. Ça ne va pas plaire au gouvernement turc, qui va l'arrêter et l'emprisonner dans la prison de Malatya en 1979. 3 ans plus tard, elle réussit à s'évader, mais malheureusement elle se fait choper quelques jours après et est ensuite enfermée dans la prison de Diyarbakir. Pendant le procès, elle ne révèle rien sur le PKK. Elle est condamnée à 24 années de prison, mais au moment de sa défense, elle s'exprime en kurde. S'exprimer en kurde dans un tribunal est interdit en Turquie. Le tribunal prend ça comme un affront, et évidemment que c'est un affront, et sa peine est allongée à 74 ans de prison. Mais elle, prison ou pas, elle en a rien à foutre, ça l'empêche pas de lutter. Elle crée un réseau de femmes soit prisonnières, soit à l'extérieur, pour à la fois s'aider à survivre dans cet environnement, et à la fois continuer de lutter depuis l'intérieur. La prison de Diyarbakir est connue pour y avoir vu passer nombre de membres du PKK, et elle est encore plus connue pour le sort qui leur a été réservé, à savoir la torture. Ces liens qu'elle crée entre prisonnières, ces liens de camaraderie et d'amitié, ça les aide à survivre dans cet environnement qui veut les détruire. Finalement, elle sort de prison en 1990, encore plus motivée. Elle rejoint le PKK qui a pas mal changé depuis, notamment en ayant pris les armes, et elle se dit que ça pourrait être bien de créer une armée de femmes, à la fois pour le PKK que pour les femmes elles-mêmes, qui reprendraient conscience de leur force. Cette armée de femmes naît officiellement en 96, dans les montagnes du Kurdistan irakien, au Kandil. Elles s'organisent, vivent et se battent complètement seules. Par contre, petite parenthèse, c'est pas la même chose que la force armée des YPG, les unités de protection de la femme. C'est la même inspiration évidemment, mais c'est pas le même groupe. C'est à partir de ce moment-là que Abdullah Öcalan se dit, en théorisant le confédéralisme démocratique depuis sa prison, « Ah ouais, l'émancipation et l'autonomie des femmes, c'est peut-être un point non négociable dans la libération d'un peuple. » Sakin, Sarah de son nom de guerre, obtient le statut de réfugiée politique en France, en 1998. Mais elle n'y est pas pour se cacher. Elle continue à militer depuis Paris. Elle récolte des fonds pour le PKK, fait le lien avec les zones de guerre, participe à l'organisation de manifestations, dénonce les agissements du gouvernement turc, etc. En 2007, les États-Unis veulent son arrestation, alors qu'elle est à Hambourg, en Allemagne. Elle passe 1 mois en prison, puis est finalement relâchée. Elle continue plusieurs années sa lutte pour le PKK, l'égalité des genres et la fin de la colonisation du Kurdistan. La nuit du 9 au 10 janvier 2013, elle et 2 autres camarades, Fidan Dogan et Leila Solemez, se font assassiner dans le 10e arrondissement de Paris, dans les locaux du centre d'information du Kurdistan. Elles se prennent chacune plusieurs balles dans le crâne. L'assassin présumé est Ömer Güney, un nationaliste turc. Je dis présumé parce que le procès n'a jamais eu lieu, mais tout le monde sait que c'est lui. Il avait sur son téléphone des centaines de photos de militants et militantes kurdes qui vivaient à Paris. Des notes et des enregistrements audio prouvent qu'il était en lien avec le MIT, les services secrets turcs. Jeanne Duyé, une juge d'instruction antiterroriste, est chargée de l'enquête. En septembre 2013, un cambriolage a lieu chez elle, dans lequel son ordinateur disparaît. Elle travaille sur d'autres enquêtes sensibles à ce moment-là, donc impossible de savoir si le vol de son ordinateur a un lien avec le meurtre de Sakin Kansis ou non. En tout cas, Ömer Güney meurt de cause naturelle à la prison de Fresnes le 17 décembre 2016.
5 semaines avant le début du procès. On ne sait pas laquelle des 3 militantes était visée par l'assassin ce soir-là. Le corps de Sarah est enterré à Dersim, là où elle a grandi. L'histoire se rappelle d'elle comme une femme qui essayait toujours, peu importe le contexte, de créer des réseaux de solidarité entre les gens, de permettre aux gens, n'importe qui, de se rencontrer, de discuter et d'apprendre l'un de l'autre. Arin Mirkam. Arin Mirkam est née à Afrin, en Syrie. Sa date de naissance et la date à laquelle elle a rejoint les forces armées YPG sont inconnues. Sa personnalité aussi est inconnue. On sait seulement que c'était une commandante des YPG au moment de la bataille de Kobané, qui se déroulait dans la ville du même nom en 2014, opposant les forces des YPG et les forces de l'État islamique. Le 5 octobre 2014, durant cette bataille, Arin se retrouve à court de munitions, encerclée par les djihadistes. Elle sait très bien quel sort est réservé aux femmes qui se font capturer par les soldats de Daesh. Elle se fait donc exploser, en prenant soin d'en emporter le plus possible avec elle. Elle n'avait plus de balles et il ne lui restait que son corps. Ivana Hoffmann. Ivana Hoffmann naît en 95 à Emmerich am Rhein en Allemagne, d'une mère allemande et d'un père togolais. Elle est lesbienne, je sais pas trop où caser cette information, mais j'avais envie de la caser. Elle a rejoint en 2011 l'association AGIF, la Fédération des immigrés travailleurs et travailleuses d'Allemagne. Elle a participé à la grosse grève pour l'éducation en Allemagne en 2013. Elle était très investie et a réussi à mobiliser beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Elle est présente lors de manifestations féministes, antifa ou en soutien aux prisonniers du PKK. Et elle décide en 2014, à 19 ans, de se rendre au Rojava. Elle prend le nom de guerre Avashin-Tegoshin Gunes et se bat avec le MLKP, un parti marxiste-léniniste. Ouais, j'ai quand même décidé de parler d'elle. J'ai décidé de venir au Rojava parce qu'ils se battent pour l'humanité ici, pour les droits et pour l'internationalisme que représente le MLKP. Nous sommes ici au nom du MLKP pour lutter pour la liberté. Le Rojava est le début, le Rojava est l'espoir. Quelques mois plus tard, en 2015, durant la bataille de Tel Tamer qui l'opposait aux forces djihadistes, elle tombe martyre. À ma connaissance, Ivana est la plus jeune internationaliste et la première femme internationaliste à tomber martyre. Ses funérailles, à Duisbourg, en Allemagne, ont rassemblé plus de 2000 personnes. Légérine Sia. Légérine Sia est une femme argentine née en 1986. Son nom civil est Alina Sanchez. Je te le donne parce que c'est la seule façon de trouver quelque chose sur elle sur internet. Elle a grandi à San Martín de los Andes, entre les forêts et les lacs. On ne sait pas grand chose sur elle, si ce n'est que dès le début, elle défendait l'autonomie politique. Elle a d'abord étudié l'anthropologie, puis rejoint la Escuela Latinoamericana de Medicina, une école de médecine à Cuba. Cette école est là dans un but socialiste. Fondée par Castro en 98, son but est de rendre les études de médecine accessibles aux Cubains et aux Cubaines et à qui le voudrait, pour avoir sur l'île des personnes compétentes. Même si l'embargo des États-Unis rend l'approvisionnement de médicaments un peu compliqué, mais ça c'est un tout autre sujet. Légérine veut utiliser ses compétences en médecine pour une cause juste. Elle rejoint le Rojava en 2011. Et travaille dans le système de santé. Elle y reste jusqu'au 17 mars 2018, date à laquelle elle décède d'un accident de voiture en se rendant dans la ville de Aceh. En son honneur, l'hôpital de Tel Tamer porte aujourd'hui son nom. Une cérémonie d'hommage a été organisée à Buenos Aires, dans laquelle étaient présentes sa famille, ses amis, des médecins rencontrés à Cuba et des représentants et représentantes du mouvement kurde. Tous les camarades internationalistes qui participent à la lutte ont apporté de nouvelles forces à leur propre expérience, et en particulier Légérine. Nous savons que des camarades internationalistes ont participé au mouvement des femmes kurdes, au mouvement pour la liberté et à la révolution du Rojava dès le début. Ils ont largement contribué à cette lutte et ce mouvement s'est transformé en un mouvement universalisé. Barine Kobané. Barine Kobané est née en 1995 en Syrie. Je ne sais pas où exactement. Elle s'engage dans les YPG en 2015 à 20 ans. Après le génocide des Yézidis par Daesh en 2014. Elle participe à plusieurs combats contre l'État islamique, notamment la bataille de Kobané ou la bataille de Raqqa. En 2018, le gouvernement turc lance l'opération qu'il appelle Rameau d'Olivier, et que les Kurdes appellent la guerre d'Afrin. Officiellement pour détruire l'État islamique, mais les soldats turcs prennent le contrôle de la ville d'Afrin, au Rojava, qui mettait en place le confédéralisme démocratique. Évidemment, les Kurdes et les personnes qui vivent là se battent pour garder cette ville. Barine participait à cette bataille, et il tombe martyr à 23 ans. Son corps est retrouvé plus tard par des soldats turcs ou syriens, mais qui combattaient pour la Turquie. Il tourne une vidéo au téléphone où on la voit nue, mutilée, sa poitrine arrachée, et un soldat marche sur elle. La vidéo fait le tour du monde et évidemment provoque une vague d'indignation. Cette tentative des soldats d'humilier les femmes qui se battent pour leurs droits et leur existence est encore une preuve de leur faiblesse. Pour le père de Barine, ça en dit long sur les motivations du gouvernement turc. Erdogan a recruté tous les djihadistes de la région et les a envoyés à Afrin pour nous faire la guerre. Ce sont des monstres, sans aucune morale ni humanité. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai tout de suite pensé aux djihadistes. Même look, même cheveux longs, même vocabulaire.
Aucune différence avec Daesh. Evin Goï, Evin Goï, de son nom civil Emine Kara, est née en 1974 à Hilal, en Turquie. Elle prend le nom de guerre Evin Goï et combat depuis 1988. D'abord en Turquie, puis en Irak, quand sa famille fuit là-bas en 94, après l'incendie et le massacre de leur village. En Irak, elle continue à combattre et enseigne aussi le kurde. En 2014, elle rejoint le Rojava, comme enseignante mais aussi comme combattante. Elle est sur le front à Kobané et à Raqqa. D'ailleurs, à Raqqa, elle se fait blesser gravement et va se faire opérer en 2019 en France, puis plus longtemps en Allemagne. Elle retourne ensuite en France, où elle ne maîtrise pas la langue mais exerce en tant qu'enseignante. Elle fait une demande d'asile qui est refusée par l'OFPRA en février 2022, probablement par rapport à son lien avec le PKK. En France, à Paris spécifiquement, elle continue son engagement en devenant notamment présidente du mouvement des femmes kurdes de France. Elle se joint aux luttes internationales, notamment les luttes iraniennes suite à la mort de Mahsa Jina Amini, qui d'ailleurs était kurde elle aussi. Le 23 décembre 2022, à Paris, elle se fait assassiner, ainsi que 2 hommes kurdes, devant le centre culturel kurde, par un homme français qui ne cache pas son racisme. Ces assassinats se passent quasiment 10 ans après le triple meurtre de Sakin Candice, Fidan Dogan et Leila Solamez, au même endroit. Le corps d'Emine Kara a été inhumé en Irak, et c'était une cérémonie très politique. Le sentiment des Kurdes, c'est qu'elle a protégé la France, mais que la France ne l'a pas protégée. Nesrin Abdallah. Nesrin Abdallah est née en 1978 ou 1979, à Kamishli au Rojava. Elle rejoint la YPG, unité de protection de la femme, en 2011. Elle se fait connaître notamment pendant la bataille de Kobané en tant que commandante. Elle devient ensuite porte-parole des YPG et fait plusieurs séjours en Europe, pour rappeler aux Européens que les Kurdes existent toujours et que la menace terroriste aussi. En 2016, elle est à Paris pour honorer la mémoire des 3 camarades abattus en 2013. Elle va ensuite à Bruxelles pour participer à la cérémonie de Nowruz, le nouvel an perse. Elle va en Suède, en France, en République tchèque pour parler de la réalité du Rojava. Elle est aussi porte-parole de l'opération Revanche des femmes du Sinjar. Sinjar, c'est une région irakienne, proche de la Syrie. Et c'est là que Daesh, en 2014, fait un nouveau génocide, celui des Yézidis. Les hommes sont massacrés, les enfants enrôlés comme enfants soldats et les femmes violées et abusées. L'opération Revanche des femmes du Sinjar est une opération visant à libérer la zone de l'État islamique et à sauver les femmes et les enfants qui peuvent encore être sauvés. Nesrin tient au courant la communauté internationale de ces avancées. Nesrin n'est pas morte. Elle continue de se battre parmi les YPG et de se rendre en Europe. Nous n'oublierons jamais le soutien que nous ont apporté les femmes du monde. Elles sont devenues notre source spirituelle de pouvoir. Nous promettons une fois de plus. Nous utiliserons toutes nos forces pour garantir la liberté et la justice des femmes. Au nom de toutes les femmes du nord de la Syrie et des YPG, nous vous remercions encore une fois et vous souhaitons à toutes et à tous beaucoup de succès dans votre lutte pour la protection et la défense des valeurs de l'humanité. Leyla Güven. Leyla Güven est née dans la ville de Çiğdem, en Turquie, en 1964. J'ai trouvé aucune info sur son enfance, donc on fait un gros saut en 1994, où elle crée la section du HADEP, le Parti de la démocratie du peuple, dans la région de Konya. Alors, je t'ai pas trop parlé des partis politiques en Turquie, mais donc il y a des partis politiques pro-kurdes. En fait, les partis démocratiques pro-kurdes en Turquie ont quasiment tous été dissous ou interdits. Donc il y en a eu plusieurs, quasiment toujours sur la même ligne. Donc le Parti de la démocratie du peuple, celui dont fait partie Leyla, est dissous en 2003. Elle devient quand même maire en 2004 du village de Küçükçekili et en 2009 de la ville de Visansehir, représentant le nouveau parti Mouvement de la Société démocratique. Elle est emprisonnée une première fois fin 2009, pendant son mandat. Parce qu'à ce moment-là, une campagne lancée par le gouvernement turc s'intensifiait contre les personnalités politiques pro-kurdes, et elle va rester 5 ans en prison. Donc elle sort en juin 2014. Et je ne sais pas trop ce qu'elle a fait pendant 4 ans, mais en 2018, elle se refait emprisonner pour avoir critiqué l'armée turque pendant la bataille d'Afrin. En fait, elle a dénoncé l'armée turque en disant que c'était une invasion, et c'était tout à fait une invasion. Elle aurait pu sortir de prison parce qu'elle a été élue comme députée, mais le procureur a fait appel, et donc elle n'a pas été libérée, toujours en étant députée. En novembre 2018, elle commence depuis la prison une grève de la faim pour protester contre l'isolement d'Abdullah Öcalan. Elle sort 3 mois plus tard, mais sous surveillance judiciaire et avec interdiction de sortir du territoire. Et ça se finit pas là. En 2020, elle se fait encore arrêter. Cette fois, elle est condamnée à 22 ans et 3 mois de prison par le tribunal de Diyarbakir pour appartenance au PKK et diffusion de propagande terroriste. Maintenant, à l'heure où j'enregistre cet épisode, Leyla Güven est toujours en prison, dans la province turque d'Elazig. Mais ça a l'air d'aller pour elle. Dans la prison d'Elazig, nous sommes des femmes désobéissantes, extraordinaires, irréformables, rebelles, qui brisons les tabous traditionnels. J'y suis la doyenne, et nous sommes 3 générations de femmes kurdes réunies. Malgré les murs incolores entourés de grillages, nous allons bien. Nous sommes de bonne humeur. Nous lisons beaucoup, ce qui nous permet de voyager à travers le monde. Dans la prison, où tout est interdit, notre créativité est à son comble.
Chaque jour, nous battons notre propre record avec de nouvelles créations. Elle explique bien, dans une interview que je te mets en description, l'importance du lien entre les gens, entre femmes, et à quel point ça les fait tenir en prison. En ce sens, j'espère et souhaite qu'avec le vent de gauche socialiste qui souffle dans toutes les géographies, les valeurs écologiques et universelles assurent à tous les peuples une vie sans frontières et sans classe pour la liberté et l'indépendance. Notre espoir est un monde démocratique, un peuple libre, une vie écologique. Il y a une dernière personne que j'aimerais mentionner. La musique que tu entends depuis le début de cet épisode s'appelle Nouda Bouka Kurdistan. Elle a été écrite en hommage à Nouda Karkar, une femme kurde née à Bakour, le Kurdistan turc, en 72. En 2008, alors commandante, elle tombe martyre durant un combat contre l'armée turque dans la région de Botan, aussi à Bakour. Honnêtement, je la connais pas. Je ne sais pas pourquoi il y a une chanson qui lui rend hommage. En tout cas, Nouda, comme des milliers d'autres camarades au Rojava et au Kurdistan, ne conçoit pas sa libération sans la libération de tous les peuples. Que feras-tu quand nous aurons libéré le Kurdistan ? Nous irons nous battre en Amérique latine. C'est la fin de cet épisode, et de cette série d'épisodes au sujet du Rojava. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura appris des choses. Dans ce dernier épisode, je sais que j'ai survolé des personnes, que j'ai dit seulement quelques phrases sur des femmes qui en méritaient des milliers. C'est parce qu'elles sont majoritairement inconnues. Mais la révolution du Rojava, et toutes les luttes d'ailleurs, sont faites par des inconnus, et pas seulement par les têtes d'affiche. Comme je l'ai dit dans l'épisode 2, ce qui se passe en ce moment au Rojava et dans certaines zones du Kurdistan est incroyable. Une société anarchiste, non capitaliste et non patriarcale se met en place. Et nous, militants et militantes occidentaux, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Et comme elle le répète, Jin, Jihan, Azadi.